Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo décryptage. Je reçois vos petits messages qui me disent « Mais Céline, attends, t'as quand même pas arrêté la série des décryptages ?» Non, je n'ai pas arrêté. C'est juste qu'il commence à y avoir quand même une assez longue liste de marques de mode qui ont été décryptées. Dans chacune de ces vidéos, il y a plein de choses qui sont dites, plein d'informations qui sont données. Donc je me doute que vous ne les regardez peut-être pas toutes. Mais au bout d'un moment, moi je commence à peut-être avoir l'impression de me répéter un petit peu. Parce qu'en fait, l'intérêt de ces vidéos de décryptage, c'est pas de vous donner mon avis sur la démarche d'une marque, parce que moi je ne suis personne pour vous donner mon avis et surtout pour que vous vous en serviez pour prendre vos décisions. Non, en fait ces vidéos de décryptage, elles sont là pour vous donner les outils, pour réveiller votre esprit critique et pouvoir vous-même prendre votre décision sur la démarche d'une marque, un produit plutôt qu'un autre, ou que sais-je. En fait, même si vous ne connaissez pas la marque qui est décryptée, je pense que les vidéos elles sont intéressantes, pas pour la conclusion, mais pour la réflexion tout au long de la vidéo, les questions qu'on se pose et éventuellement les réponses que moi je suis capable d'apporter. Voilà pourquoi les vidéos de décryptage elles se font un peu épisodiques, même si j'ai pas du tout envie de les arrêter parce que je les adore, moi aussi. On est des décrypteurs ici. Mais bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, nouvelle vidéo décryptage. Et aujourd'hui, comme à chaque fois, on va s'intéresser à la démarche d'une marque qui m'a été beaucoup demandée. Il s'agit de la marque Rouge. Alors très étrangement, moi je ne sais pas comment ça se fait, mais je suis un petit peu passée à côté du travail de Jeanne Damas, qui est la fondatrice, et passée à côté de la marque Rouge aussi. Bon, ça arrive, Il me semble que, avec quelques autres, ça a fait partie des premières françaises à ouvrir un blog, à être un petit peu connues grâce aux réseaux sociaux, et grâce à leur blog en fait au départ. Et en gros, les blogueuses, youtubeuses, influenceuses qu'on suit aujourd'hui, c'est un petit peu des héritières de Jeanne Damas. Donc on pourrait presque dire que je suis moi aussi une héritière de Jeanne Damas. Ce qui est bien avec la marque Rouge, c'est que comme je ne la connais pas, je n'ai absolument aucun a priori, absolument aucun soupçon. Je ne connais vraiment pas cette marque, vraiment rien du tout. Mais je passe certainement à côté de quelque chose parce que j'ai reçu plein de messages me demandant de décrypter la démarche de Rouge. Donc écoutez, on va y aller. On va aller jeter un œil comme d'habitude au compte Instagram. Alors, Rouge Paris, donc fondé par Jeanne Damas, donc pour celles et ceux qui ne la connaissent pas comme moi. Donc voilà, pour les incultes, il s'agit de cette personne-là. Donc on nous dit que c'est une marque qui est née à Paris et que chaque caption, donc le texte sous les posts Instagram, doit être lu avec l'accent français. Donc on est quand même très branché sur le made in France. Ce n'est pas dit, mais l'univers, disons, c'est la mode à la française, l'univers est français, etc. Attention avec ce genre de choses, parce qu'on l'avait vu notamment dans le décryptage de la marque Cézanne, que vous retrouvez dans la barre d'infos avec tous les autres décryptages d'ailleurs. Il me semble que c'était aussi le cas pour le décryptage de la marque Stella & Suzy. En gros, c'est des marques qui jouent beaucoup sur cette espèce d'aura française, etc. On joint facilement ce type de communication, ce type d'univers avec fabrication française. En fait, le lien est très vite tracé, même si ce n'est jamais dit. Dans notre esprit, ça fait tout de suite qualité, fabrication française, etc. Donc, faut se méfier. Et puis, parfois, les marques en jouent un peu. Je m'excuse d'ailleurs pour le cadre, qui n'est pas encore un cadre très abouti. Je m'excuse s'il y a du bruit ambiant, etc. On vient d'arriver dans l'appartement, j'ai pas encore tout à fait trouvé mes marques. Là, je suis posée sur une table basse, sur un pouf, à même le sol. Mon micro, ma caméra en face, c'est un peu le bazar, mais écoutez, j'espère qu'à la rentrée, ce sera un petit peu plus carré. En tout cas, là, rien dans le compte Instagram ne me laisse penser que c'est une marque qui va jouer sur le côté éthique et responsable. Il y a rien, en tout cas, qui m'appelle. Je vais cliquer sur un ou deux posts. C'est des captions qui disent absolument rien. Il y a pas de texte, en fait. Il y a pas de message revendiqué, il y a pas d'implication plus que ça, rien du tout, même c'est simplement des photos, des images, un univers qui est donné autour de la marque, mais pas de revendication en tout cas, donc rien finalement qu'on puisse leur reprocher, puisque c'est avant tout ça aussi les vidéos décryptage, c'est comprendre et décrypter le discours des marques, puisque le marketing, c'est un outil très puissant pour nous faire acheter. Et bien souvent, le marketing qui est utilisé de façon non éthique, va utiliser des tournures qui vont être trompeuses, qui vont être mensongères et qui vont
nous faire acheter un produit pour ce qu'il n'est pas. C'est tout le problème du greenwashing, du Frenchwashing, du wokewashing, bref, tous ces washing. Avant d'aller sur le site de Rouge, là je me suis permise d'aller faire un tour du côté du site Papers. Vous savez, c'est un petit peu comme société.com, enfin il y a plusieurs sites comme ça qui vont répertorier les informations principales, voire carrément quand on est... pour rappel, je suis une ancienne auditrice financière, donc moi j'adore aller voir les comptes sociaux des entreprises, voir un petit peu comment ça se passe, pour vraiment comprendre en fait quelle est l'activité, sur quoi... On peut lire beaucoup de choses d'une activité d'une entreprise quand on regarde les chiffres en fait. Donc moi c'est un truc que j'aime bien faire, et surtout quand je connais pas du tout la marque, parce que j'ai pas eu le temps d'observer avant de quoi il s'agissait. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a entre 20 et 49 salariés quand même, hein, c'est une donnée qui date de 2020, donc assez récente. Ça commence à être une grande entreprise. C'est une entreprise qui date de 2016, donc qui s'accroche. On n'a pas les chiffres à partir de 2018, donc ça commence à faire un petit peu, surtout qu'il y a eu la période du Covid entre-temps qui a changé quand même pas mal la donne pour beaucoup d'entreprises. Ouais, c'est quand même dommage. On a que les chiffres de 2017, ça commence à remonter un petit peu quand même. En sachant que 2016, c'est l'année de création. Donc ouais, ça fait un petit peu loin. Et on voit que donc les actionnaires et bénéficiaires, ça c'est très important aussi de regarder ça quand on veut décrypter la démarche d'une marque. Je vous renvoie notamment à la vidéo sur Make My Lemonade ou sur la vidéo sur Ekyog qui reprenait un petit peu ces thèmes-là, de qui sont les actionnaires et qu'est-ce que ça veut dire de la démarche de la marque. Et on voit donc que le capital se répartit entre Jérôme Basselier à 37%, on va dire, et Jeanne Damas, donc notre fameuse Jeanne Damas, à 35%, donc 37 plus 35, on n'est pas à 100. Moi j'aimerais bien quand même savoir où sont les 29 autres pourcents. C'est bizarre ça. Là il y a la cartographie de Rouge, on voit que Rouge se distribue entre le fameux Jérôme Basselier et Jeanne Damas, donc écoutez, il n'y a pas de troisième partie. C'est très étrange. Ils ont tous les deux une SCI, mais ça c'est assez fréquent dans la construction d'une entreprise, et surtout si on commence à avoir des boutiques, des biens et des biens immobiliers. Mais ce que ça nous apprend, c'est que Jérôme Basselier, il a aussi des actions dans une entreprise qui s'appelle Heaven Store. Et j'ai regardé, parce que donc il partage cette société, vous voyez, avec Véronique Coupe je ne sais quoi. Et il s'agit d'une autre influenceuse qui a fondé, elle aussi, une marque de vêtements autour un petit peu de son univers. Jérôme Basselier, il travaille avec Jeanne Damas depuis la création, donc depuis 2016. Il faut le voir un petit peu, je pense, comme un mentor, quelqu'un qui va avoir l'expérience du business, qui va savoir un petit peu comment driver une entreprise, puisqu'il faut pas seulement, malheureusement, avoir la passion quand on veut monter une entreprise, il faut aussi avoir tout le background économique et savoir comment ça se construit, et surtout avoir les épaules pour tout faire fonctionner dans les bons rails. Et c'est même pas qu'une histoire d'épaules, hein. Enfin, il y a beaucoup de connaissances techniques, d'expérience à avoir du terrain. Et donc, je pense que ce fameux Jérôme, il a aidé Jeanne à monter l'entreprise, donc en 2016, comme il a pu aider cette autre influenceuse, Véronique. Donc ça a vraiment été l'alliance des deux, peut-être la direction artistique de Jeanne, et puis la direction financière économique de Jérôme, pour fonder Rouge. Peut-être, voilà, un petit mélange comme ça. Mais sinon, je pense en fait qu'il faut imaginer la SCI un petit peu comme une holding, donc qui détient la société Rouge et qui redistribue 36,7% des actions à Jérôme et 35,3% des actions à Jeanne. Ce qu'il faut comprendre aussi là-dedans, c'est que quelque part, Jeanne, elle a un petit peu moins de pouvoir de décision que Jérôme. Les actions, c'est ça, c'est ce qui va définir ce qu'on investit au départ dans l'entreprise, et finalement aussi le pouvoir qu'on détient. Ah mince, je vois que la SCI, elle a été radiée du greffe de Paris. Donc c'est une société qui n'existe plus. Donc ils se sont très certainement réarrangés un petit peu depuis mai 2022. Mais bon, en gros, voilà ce qu'il faut retenir. Jeanne et Jérôme, ils ont fondé une société tous les deux, et ils ont à peu près les mêmes pouvoirs dans l'entreprise. Allez, maintenant, allons sur le site, arrêtons nos tergiversations. Alors, nous sommes accueillis par les soldes, mais c'est parce qu'on est, il me semble, encore en période de solde. Donc ça va jusqu'à 30%. About, je pense que c'est là qu'on va trouver les informations qui nous intéressent. Là, elle insiste sur la coupe parfaite. Donc elle dit que elle a la volonté de créer une pièce bien coupée qui se portera pendant des années, donc vraiment de trouver la coupe intemporelle qu'on va aimer porter toute sa vie. Ça, pour moi, on en a déjà parlé plein de fois dans les vidéos décryptage, c'est
un des fondements pour créer une marque éco-responsable. Regardez là, par exemple, aujourd'hui, typiquement, je porte une robe de ma grand-mère. Je l'adore cette robe, j'adore son imprimé, j'adore sa coupe, je trouve qu'elle est absolument parfaite, elle est parfaite pour moi, et elle l'était pour ma grand-mère. C'est une robe qui a traversé les générations, et clairement qui n'est pas soumise à la tendance, à la mode, et certainement que si jamais j'ai un enfant un jour, bah certainement que elle lui ira aussi. Au niveau des matières, ce qu'elle explique, c'est que y a quand même pas mal d'exigences, en tout cas d'un point de vue ressenti, c'est-à-dire au niveau du tombé, au niveau du confort, et elle précise que l'aspect durable est également au premier plan. Attention avec ce mot durable, ça veut pas dire grand-chose. Je me demande même si il n'y a pas une interdiction de l'utiliser comme ça d'un point de vue marketing. Je me demande, justement parce que c'est un mot qui a été tordu dans tous les sens, à tort et à travers, le mot par essence plein de greenwashing, parce que ça ne veut rien dire. En fait, durable, ça veut dire qui dure dans le temps. Donc voilà, je parlais de cette robe, est durable. Mais à cause de cette magnifique expression de développement durable, ben voilà, les entreprises ont commencé à l'utiliser à tout va pour signifier tout et rien à la fois. On a une démarche durable, qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait rien. Découvrez nos engagements ici, on y va. Donc ils expliquent qu'ils se remettent en question et qu'ils sont sans cesse dans un travail d'amélioration, qu'ils ne sont pas parfaits, mais qu'ils ont des objectifs ambitieux. Ça c'est déjà bien de le reconnaître. Nous, avant tout, ce dont on a besoin, c'est de transparence. Si toutes les entreprises écrivaient noir sur blanc là où elles en sont, là où elles ont envie d'aller, pourquoi aujourd'hui elles ne peuvent pas y aller parce que y a des difficultés, ben en fait ce serait clair, nous consommateurs on pourrait choisir avec ce qu'on a envie de prioriser, et on peut comprendre en fait qu'aujourd'hui tout soit pas parfait. Je sais pas, là je brode totalement, mais imaginons Jeanne en 2016, bah elle avait pas du tout conscience de tout ce que ça pouvait engendrer d'utiliser des matériaux synthétiques par exemple, de faire fabriquer à l'autre bout du monde, etc. Donc en 2016 elle a lancé sa marque, et c'est pas forcément facile du jour au lendemain de tout révolutionner, de tout changer, parce qu'il y a des contrats, parce qu'on a établi peut-être des relations avec des partenaires qu'on n'a pas envie de briser tout de suite. Enfin bref. Alors, il est écrit que 74% des pièces de la collection Printemps-été 2023 ont été réalisées à partir de tissus certifiés. Certifié quoi? On ne sait pas. Ça, je suppose qu'on le verra en analysant les fiches produits. Concernant les fournisseurs, on nous parle d'une charte de conduite qui est signée par tous les fournisseurs de Rouge. Ça, on en a parlé dans plein de vidéos décryptage déjà. La charte de conduite, ça ne veut absolument rien dire. Moi, je considère que donner cette information au consommateur, c'est un petit peu le tromper. Pourquoi pas donner un accord de principe avec ses fournisseurs et que le fournisseur le signe, pourquoi pas, pour la bonne conscience de l'entreprise, why not, mais en parler comme d'un argument marketing, puisque là c'est quand même à disposition sur le site internet, mais là je parle de Rouge, mais on l'a vu des quantités d'autres fois. Je trouve que c'est un petit peu trompeur, parce qu'en réalité ça ne signifie rien. Ce n'est pas parce que le fournisseur a lu en diagonale les engagements qu'il est censé tenir, donc des engagements à la fois sociaux et environnementaux, c'est pas parce qu'il a signé ça qui va s'y tenir. Les fournisseurs, eux, ils sont complètement pressés comme des citrons parce qu'ils doivent fabriquer de plus en plus vite et pour pas cher. Et il y a beaucoup de concurrence, et surtout quand on commence à s'éloigner des frontières de l'Europe. Donc évidemment, ce qu'on leur impose, c'est-à-dire ce genre de délai et ce genre de coût, forcément, ça va se répercuter sur les conditions de travail et la façon dont on encadre l'utilisation des produits chimiques qui vont rentrer dans la fabrication du vêtement. Donc cet accord de principe, qui est une charte de bonne conduite du fournisseur, moi je trouve ça toujours assez drôle parce que ça n'engage en rien, ça ne veut rien dire. L'entreprise, elle arrive avec bon, moi, hello, monsieur le fournisseur, moi j'aimerais que vous respectiez tout ça, mais en même temps, moi j'aimerais aussi que vous respectiez ce genre de délai-là, de plus en plus rapide, et puis ce genre de prix-là, de plus en plus bas. Donc bref, cette charte de bonne conduite, passons. Ce qu'on nous indique aussi, c'est qu'il y a des inspections régulières, et notamment que 69% de leurs ateliers sont audités par des organismes externes et indépendants. Donc ça, c'est bien, 69%, ça laisse une bonne marge de progression. Ça n'empêche pas, et ça on l'a vu notamment avec Patagonia, avec le décryptage de Patagonia, ça n'empêche pas les dérives. Ce n'est pas parce qu'un atelier a été audité
qu'il n'y a pas de dérive en fait en soum soum. Donc voilà, c'est toujours le même problème avec ces audits indépendants, c'est la base. Vraiment, c'est la base de la base, mais il peut y avoir des dérives, ça dépend comment l'audit est fait. Parfois, l'usine, elle est avertie quand les auditeurs arrivent, donc forcément on a tendance à plutôt bien se comporter quand on sait que les auditeurs sont là. Et puis parfois, selon le pays, il y a aussi un petit peu de bakshish qui est donné pour que l'évaluation soit bonne, alors que il y a pas mal de petites choses qui déconnent. Ça c'est pas nouveau, c'est des choses qu'on sait, mais de toute façon, si la marque n'est pas productrice elle-même, c'est-à-dire si elle ne détient pas l'usine de fabrication, et c'est très rare, finalement le contrôle est difficile à exercer, et d'autant plus difficile à exercer quand elle travaille avec beaucoup de fournisseurs différents. 94% des pièces sont fabriquées en Europe ou autour de la Méditerranée, toujours pour cette fameuse collection printemps-été 2023. Donc autour de la Méditerranée, c'est parce qu'on va retrouver par exemple le Maroc et la Tunisie qui sont quand même de gros pôles textiles en fait et qui restent pas loin de chez nous. Donc là il est précisé que la collection elle est produite notamment à 21% en Italie, 20% au Portugal, là aussi gros pôle textile en Europe, le Portugal, parce que ils ont gardé le savoir-faire, ils ont jamais délocalisé. J'ai une copine qui est venue nous voir la semaine dernière et voilà, ils ont visité un petit peu le Portugal avant de venir nous voir et elle me disait c'est drôle en fait même dans les magasins de touristes quand on regarde les choses, c'est pas made in China, c'est made in Portugal et c'est vrai en fait ils ont gardé toute cette manufacture, donc la manufacture voilà des petits objets qui d'habitude sont fabriqués en Chine, mais aussi tout ce savoir-faire textile, ils ont jamais délocalisé. Les marques ici les marques portugaises qui fabriquent au Portugal, c'est pas rare du tout. Cela dit, voilà, dans la dernière vidéo décryptage sur Sessoun, je vous transmettais le message de Fashion Revolution Portugal qui expliquait que même si on était dans un pays d'Europe avec des droits du travail, etc., on est quand même dans un pays où le SMIC est vraiment bien inférieur à ce qu'on appelle le salaire vital, donc un salaire qui est suffisamment confortable pour vivre dignement. Le SMIC portugais, il est vraiment très bas. Et donc il y a beaucoup d'ateliers textiles, et c'est ce que soulignait Fashion Revolution Portugal, il y a beaucoup d'ateliers textiles qui n'ont pas, selon eux, des conditions de travail suffisamment intéressantes pour les ouvriers et les ouvrières, et ça vraiment, il faut pas l'oublier. 24% de la collection en Roumanie, donc là il est expliqué que toutes ces usines ont été auditées, nous allons régulièrement les contrôler, c'est marrant qu'il y ait cette phrase-là pour la Roumanie et pas pour le Portugal et l'Italie, parce que des dérives en Italie et au Portugal, il y en a beaucoup aussi, et même en France, je vous en ai déjà parlé plein de fois, il y a des caves dans lesquelles travaillent des ouvriers sans papier avec des conditions de travail atroces et des salaires de misère en France, mais aussi en Angleterre, notamment à Leicester, où on a il me semble que c'était pendant la période du Covid, où ils ont découvert toute une usine comme ça qui fabriquait pour Pretty Little Thing, donc vraiment voilà, c'est pas parce qu'on est en Europe occidentale qu'on est protégé des dérives. Cela dit, c'est vrai que la Roumanie, avec la Bulgarie, sont connus pour être des pays qui restent des pôles textiles assez courus, et notamment par les grandes enseignes de fast fashion qui essayent de relocaliser pour pouvoir dire c'est fabriqué en Europe, parce que évidemment, même si ça reste loin de la France, ça reste en Europe, et qui sont connus pour des conditions de travail pas terribles. Mais bon, voilà, la Chine aussi, c'est un petit peu l'emblème des mauvaises conditions de travail dans l'industrie textile, et pourtant, en Chine, il y a de super ateliers de confection, il y a rien à dire. Ensuite, 20% en Tunisie, 0,3% en Bulgarie, 0,9% en Espagne, 6% en France, et notamment pour bijoux, chaussettes et chouchous, 4% en Inde, donc là on commence à aller un petit peu plus loin vers l'Asie, 1% en Chine et 2% en Serbie. Ça commence à faire pas mal de pays, ça commence à faire pas mal de fournisseurs, et comme on l'a dit, plus il y a de fournisseurs, plus il y a de risques, moins il y a de contrôle. Donc bon, à voir. On passe aux objectifs. Ça, je trouve ça génial, vraiment, de le mentionner, d'expliquer un petit peu vers quoi on a envie d'aller, ce qu'on a envie de défendre. Je trouve ça top. C'est dommage que ce soit pas chiffré. Là, par contre, moi, la décrypteuse que je suis a envie de pouvoir s'appuyer sur des chiffres, sur du concret pour pouvoir mesurer l'évolution, mesurer l'amélioration. Parce que c'est vrai que ça, tout le monde pourrait le dire, et je suis sûre que je peux lire cette phrase-là chez H&M, voire chez Shein. Donc ils ont l'air de dire qu'ils ont calculé leur bilan carbone en 2021 et que ça leur a permis d'identifier un petit peu les principales sources et donc de faire des efforts sur certaines étapes, et que j'ai l'impression, rendez-vous ici plus tard en 2023 pour une deuxième empreinte, donc certainement un recalcul
pour pouvoir mettre en balance les deux chiffres avec les progrès qui ont été faits. Hâte de voir ça. Bon, au niveau des objectifs, bon, c'est pas non plus très ambitieux. Enfin, ça l'est peut-être hein, dans les bureaux, dans les décisions qui sont prises, etc. Mais en tout cas, à lire comme ça le site, ça a pas l'air non plus hyper ambitieux. On va aller voir maintenant ce que ça donne du côté des fiches produits, des collections, etc. On va aller voir ce qu'il y a en solde. À commencer par la Malena Dress. Alors, donc il y a écrit tissu certifié, fabriqué en Europe, emballage recyclé, transport terrestre. On est sur du 100% viscose. Donc là, il est écrit tissu certifié. Vous savez, dans les petits pictogrammes là. Tissu certifié. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la viscose est certifiée FSC? Dans ce cas, ça veut dire que c'est une viscose qui a été fabriquée à partir de bois issu de forêts gérées durablement. Mais c'est tout. Ça peut être une viscose issue de forêts gérées durablement, mais fabriquée de manière totalement conventionnelle. Et si vous êtes des habitués des vidéos décryptage, vous savez à quel point la viscose ce n'est pas une matière écologique. Éventuellement, ça pourrait être une viscose éco-véro, ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont faits d'un point de vue de l'utilisation de l'eau, c'est déjà ça, et encore mieux, ça peut être labellisé STEP by Ecotex, donc à ne pas confondre avec, vous savez, le label standard 100 by Ecotex qu'on voit souvent. Là, le STEP by Ecotex, c'est vraiment le step du dessus, où il va y avoir un contrôle à la fois des conditions de travail, mais aussi de tous les procédés chimiques qui ont eu lieu durant la fabrication du vêtement. Donc ça va pas seulement être comme standard by Ecotex, l'analyse du produit fini, est-il toxique ou non, ça va être vraiment une analyse, un petit peu comme GOTS finalement, sauf que GOTS c'est uniquement pour les matières naturelles, sur l'ensemble de la chaîne de production, quels sont les produits chimiques qui ont été utilisés et comment est-ce qu'ils ont été utilisés. Là en l'occurrence on n'a absolument aucune info, donc on ne sait pas, et on sait que c'est fabriqué en Roumanie. Le t-shirt Siam. Celui-ci, on sait qu'il est fabriqué en France et on est sur du 97% coton et du 3% élastane. Là, à nouveau, j'ai le petit pictogramme qui me dit tissu certifié. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est du coton bio? C'est pas écrit, donc comment savoir? Je ne sais pas. Ce top Amber. On est à nouveau sur du 100% viscose fabriqué en Roumanie. La robe Annick. Alors là, dans les pictogrammes, c'est un petit peu nouveau. Il y a marqué viscose durable, tissu recyclé, tissu certifié. Donc on va voir ce que ça donne. On est sur du 61% cupro, 37% viscose, 2% élastane. Est fabriqué au Portugal. Alors là, à nouveau, il faut faire du guessing, puisque nous n'avons absolument aucune information, à part ces petits pictogrammes. Donc, on nous parle de Sustainable Viscose. Alors, Sustainable Viscose, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que les 37% de viscose, là, sont certifiés, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Ou, on parle là, peut-être, du cupro comme une viscose, puisque le cupro, c'est une matière artificielle, comme la viscose, qui est obtenue à partir de cellulose de coton, contrairement à la viscose qui est obtenue à partir de cellulose de bois. Il arrive que cette cellulose de coton, elle provienne de coton qui a été recyclé. Donc je me dis, c'est peut-être pour ça qu'on parle de recycled fabric. Et si ça se trouve, pas du tout. Si ça se trouve, c'est vraiment l'entièreté du tissu qui est recyclé, parce que peut-être qu'ils ont récupéré le tissu quelque part. Voilà, je ne sais pas. Le cupro, c'est considéré parfois comme une matière responsable. Moi, je la mets pas du tout dans ma liste des matières responsables, parce que ça reste une matière artificielle, mais vous me direz le tencel aussi, mais ça reste une matière artificielle qui a besoin de pas mal de produits chimiques pour être fabriquée, et d'eau. Contrairement au tencel, en fait, qui lui aussi a besoin de pas mal de produits chimiques et d'eau, mais tout est fait en circuit fermé. En fait, tencel, c'est une forme de viscose, on pourrait dire, sauf que c'est un bois bien particulier, qui est fabriqué en circuit fermé. C'est vraiment une marque déposée, et cette marque déposée, c'est le circuit fermé. Mais bon, là, à nouveau, on n'a pas trop d'infos, quoi. La robe Gita, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est du 100% viscose fabriqué au Portugal, et cette viscose, elle est censée être durable, et on a aussi le label tissu recyclé. Donc est-ce qu'on serait sur de la viscose recyclée? Moi j'en ai jamais vu, je ne sais même pas si c'est possible à fabriquer, parce que sincèrement je ne crois pas avoir déjà vu de la viscose recyclée. En revanche, ça peut être un tissu qui est upcyclé, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré de fin de rouleau, d'une ancienne collection, mais franchement
Franchement, sans plus d'infos, c'est zéro info. Enfin, je veux dire, c'est pour perdre le consommateur tout au mieux, mais je vois pas. Non, là franchement je ne sais pas, et du coup ça me donne pas vraiment envie de faire confiance à ces petits pictogrammes là, parce que viscose durable et tissu recyclé sur la fiche produit d'un truc 100% viscose, je vois pas trop comment ça peut se faire ça. Les mules Pernel, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est un cuir certifié, 100% cuir d'agneau, fabriqué en Italie. Donc à nouveau, on ne sait pas de comment est-ce qu'il est certifié. Quel est le label qui certifie ce cuir? On ne sait pas. Vraiment, il n'y a aucune info sur les fiches produits. Donc comme il y a des boutiques, on est en droit d'espérer que, vous savez, les étiquettes qui sont sur les vêtements donnent davantage d'informations, mais normalement, enfin voilà, à l'ère du numérique, quand il y a de plus en plus de gens qui passent commande en ligne, c'est primordial de donner toutes les informations à la personne qui va passer par le site internet, il me semble. Continuons. La robe cannelle. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? 100% viscose, made in Portugal. J'ai l'impression qu'il y a de la viscose partout chez Rouge, c'est vraiment la matière favorite. La robe Gisèle, foi Damar, ça a l'air d'être une collaboration avec la marque Damar. On est sur du 50% acrylique, 50% polyester thermolactyle, waouh. On est donc sur du 100% synthétique. Ça c'est du gros bof quand même, hein. Et qu'est-ce qu'ils nous disent les pictogrammes? Tissu certifié. Alors là, je voudrais bien savoir de comment il est certifié ce tissu. Oui, je viens de penser que potentiellement il est certifié Ecotech Standard 100. Ecotech Standard 100, ça vient signaler que le produit qu'on achète n'est pas toxique. C'est la base de la base, encore une fois, mais ça ne dit rien sur les conditions de travail de la chaîne de production, ça ne dit rien sur l'utilisation de produits chimiques tout au long de la fabrication du vêtement, ça ne dit rien là-dessus. Donc si ça se trouve, ce fameux tissu, il est certifié Ecotech, je ne sais pas, j'essaye de trouver du sens à ces pictogrammes, mais si ça se trouve, c'est vain. La robe Bertille, par exemple. On est à nouveau sur Cupro plus viscose plus élastane, mais là, ce qui est pas mal, c'est que on voit le détail de la chaîne de production. Donc on voit que la filature a été faite au Japon et en Italie, le tissage, la teinture, le finissage en Turquie, et pour finalement terminer au Portugal. Ça a pas mal voyagé, mais à nouveau, le principal, c'est ça, c'est la transparence, c'est déjà beaucoup de préciser tout ça dans une fiche produit. Donc si ça se trouve, ils précisent ça pour toutes les pièces de la nouvelle collection, ce serait vraiment chouette, ce serait un beau progrès en tout cas. Allons voir la robe Noelia, 100% viscose, made in Romagna, et donc... Et là pour le coup, on n'a pas eu les infos de où se passent les choses. Bon, la robe Anaya, 92% polyester, 8% élastane. Ah, à nouveau du 100% synthétique. On pouvait se douter qu'il y avait un petit peu de synthétique parce qu'on voit qu'elle est très près du corps, cette robe. Donc un petit peu d'élastane, why not? Mais là, ouais, bof. Le trench, Adina. Ah, là, il y a le pictogramme Organic Cotton. Le pantalon JJ. Je me demande si c'est pas la première fois que je le vois. Audited Workshop. Donc ça veut dire que l'usine a été auditée certainement par un organisme d'audit indépendant, mais... c'est la première fois, je crois, qu'on le voit. Donc c'est presque un peu inquiétant. Ah, et là, il y a le pictogramme Upcycled Piece. Donc ça veut dire qu'on est sur du tissu qui a été upcyclé. Est-ce qu'on va avoir des indications là-dessus? Upcycled Fabrics de la collection de 2021. Donc là pour le coup vous voyez c'est indiqué. Donc tout à l'heure quand je faisais mes suppositions peut-être qu'on est sur un tissu upcyclé, probablement que non. Et on est sur un mélange de laine et matière synthétique. Moi vous savez que pour moi ça c'est sacrilège. Mélanger la laine qui est quand même une matière naturelle noble, chaude en plus, enfin c'est la matière chaude par excellence. Moi c'est une matière que je ne consomme que de seconde main pour des raisons éthiques, mais ça n'enlève pas voilà que c'est une matière que j'aime énormément, la laine, et la mélanger avec des matières synthétiques, donc en plus pour rendre le tout non recyclable à la fin. Oh là 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 là. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. D'un point de vue général, franchement au niveau des matières utilisées, c'est pas fou. La viscose, ça m'a l'air d'être une matière, la matière favorite de la marque Rouge, ils en utilisent à tort et à travers. La viscose, je le répète, ce n'est pas une matière écologique, ce n'est pas
une matière naturelle. C'est souvent le discours marketing qui revient derrière l'utilisation de cette matière, mais vraiment, n'en croyez rien. Là, bon, Rouge ne joue pas du tout là-dessus, hein. Rouge à aucun moment n'explique que la viscose c'est une super matière naturelle, etc. À aucun moment ils n'en jouent. En revanche, ils ont l'air quand même au niveau de leurs engagements d'insister pas mal sur les matières qu'ils utilisent, et c'est pas en utilisant autant de viscose que ça va servir leurs objectifs. Pareil, je m'y attendais pas, mais on a quand même retrouvé pas mal de synthétiques dans les compositions. Et à l'inverse, j'ai l'impression qu'on a retrouvé très peu de lin, très peu de coton bio, pas du tout de tencel ou de matière qui pourrait être labellisée écologique. Et je trouve ça vraiment extrêmement dommage, ces espèces de pictogrammes qui ne donnent pas réellement l'information. Donc on sait pas si on peut se baser dessus ou pas. Et finalement, peut-être que parfois, en fait, la viscose, elle était labellisée Step by Ecotex, qui est super, vraiment, pour une visqueuse, et on le sait pas. Ça, c'est quand même extrêmement dommage de pas faire profiter le consommateur de cette information. Enfin bref, c'est pas fou. Vraiment, les choix qui sont faits d'un point de vue éthique et éco-responsable, c'est pas fou. Ils ne donnent pas l'impression de réellement vouloir appuyer là-dessus leurs efforts. Après, à nouveau, c'est pas parce qu'ils ne donnent pas cette impression qu'ils ne le font pas, mais c'est juste que moi, nous, en tant que consommateurs, quand on regarde leur site internet, c'est-à-dire les seules informations qu'on ait finalement au moment où on veut acheter, moi j'ai pas l'impression que ce soit l'une de leurs priorités d'essayer de faire mieux, à la fois d'un point de vue éthique et éco-responsable avec le choix des matières. J'ai pas trop cette impression. On pourrait les accuser, voilà, un petit peu de mollesse d'un point de vue d'information du consommateur et d'essayer de faire mieux sur leur chaîne de production, avec leurs fournisseurs, etc. Éventuellement, on pourrait leur reprocher ça, mais en tout cas, pas de nous mentir, de ne pas nous donner l'information, ça oui, mais pas de nous mentir. Quoique, vous me direz, ces espèces de pictogrammes, on sait pas trop s'il faut s'y fier ou pas, à voir. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante, que ça aura pu générer quelques réflexions, que ça aura peut-être même pu vous apporter quelques réponses, je ne sais pas. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, non mais. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.